Ok, ben ça y est, les personnes sont arrivées. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette forte participation à ce nouveau webinaire Approve. Nous allons évoquer principalement l'intégration des plugins Adobe InDesign ainsi que les filtres avancés dans la plateforme Approve. Donc, ça, c'est les deux principaux points que l'on va évoquer. Dès la fin de cette présentation, nous introduirons aussi les nouveautés à venir. Celles-ci feront l'objet de nouveaux webinaires d'ici 4 à 8 semaines. Une précision, vous n'aurez pas à noter pas mal de choses puisque vous recevrez des liens de toute la présentation à la fin de ce webinaire. D'accord? Donc, je vais laisser la parole à Xavier pour le début de cette présentation. Merci Serge et bonjour à tous également. En guise d'introduction pour ce webinaire, je voulais d'abord vous parler de Kroger, d'une étude de cas que nous avons fait il y a quelques temps. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de cette étude de cas dans un instant. Le cas en question est une implémentation d'un très gros projet aux États-Unis avec un grand distributeur comment dire, américain qui a été fait en collaboration avec une grosse agence de production là-bas. Et le plugin InDesign dont on va vous parler aujourd'hui est ni plus ni moins que la descendance de l'implémentation de ce projet. C'est-à-dire que c'est la suite logique de l'implémentation du projet chez Kroger. Alors Kroger, qui est Kroger? Kroger en termes de taille, pour faire simple par rapport au marché français, Kroger est à peu près de la même taille que Carrefour. Voilà, ça donne une petite idée de la taille de l'entreprise. On parle de 2800 supermarchés aux États-Unis, 22 enseignes, ça constitue à l'intérieur d'Approve aujourd'hui 600 versions par semaine, 42 000 épreuves par mois et à peu près 2000 utilisateurs. Alors, ce n'est pas un petit projet, c'est un projet qui a été déployé en une année à peu près et qui a commencé à peu près en 2020. Alors, la suite logique du déploiement a été l'intégration un peu plus forte des opérateurs de production à ce gros workflow. Et le plugin InDesign, l'extension InDesign en est vraiment le fruit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pensais un petit peu utile de contextualiser un petit peu l'arrivée de ce plugin. Alors, si vous le désirez, sur notre site web, il y a l'étude de cas complète qui est disponible en téléchargement. Pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal d'informations, pas mal d'exemples, pas mal de choses intéressantes. Là, je vous invite à aller la lire si il y a des choses qui pourraient vous intéresser à l'intérieur. Voilà, alors venons-en maintenant aux faits. Alors, quoi de neuf dans cette version 2022? Donc, avant tout, pour bien expliquer les choses, fin de l'année passée, nous avons décidé de renommer les versions Approve avec une nouvelle nomenclature. On avait envie de sortir un petit peu du style V1, V2, V3, etc., qui ne parlent pas beaucoup à nos clients, qui ne leur disent pas facilement s'ils sont à jour ou pas à jour. On a changé la nomenclature en commençant toujours par l'année, suivi de R pour release, et 1, 2, 3, 4 en cours d'année. Donc, comme ça permet de savoir exactement où vous en êtes en termes de mise à jour. Donc là, c'est beaucoup plus simple à comprendre parce que bon, l'équivalent en termes de version, vous seriez en version 6.1 maintenant, ce qui ne parlera pas à grand monde vu de l'extérieur. Voilà, donc juste une petite parenthèse pour expliquer pourquoi le numéro des versions est comme cela maintenant. Voilà. Alors, dans cette version R1 de 2022, l'extension Adobe, qui est vraiment je dirais le point central de la présentation, la plus grosse partie de la présentation. Également, vous présentez de nouvelles capacités de filtrage et de recherche avancées à l'intérieur d'Approve, des petites améliorations au niveau de l'interface, notamment au niveau de l'outil Pipette, adaptation automatique de la taille quand on est dans un niveau de zoom profond, la vitesse du zoom, tout ça, on va vous démontrer ça très rapidement. Quelques améliorations au niveau tableau de bord et des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment propres à la mise à jour, comme notamment l'intégration de formulaires pour la mise en route d'un projet, intégré directement à la mise en route, ce qui facilite pas mal les choses pour capturer des informations très spécifiques au déclenchement d'un projet. Quelques nouveaux triggers, quelques petites améliorations au niveau de la vidéo, etc. Bon,
c'est assez mineur, mais bon, c'est présent. Pour commencer, on va parler donc de cette extension Adobe. Alors, les points clés de cette extension Adobe, comme je le disais en introduction, l'extension Adobe est en fait la première d'une liste qui vont être développées, pas uniquement pour Adobe, mais également pour Microsoft, pour Google, pour Chrome, etc. Le but étant d'étendre les utilisateurs approuvent aux applications natives qu'ils utilisent de manière quotidienne. Alors, on a commencé par InDesign parce que nous avons une opportunité dans un projet de commencer par là. Mais l'idée générale ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est vraiment d'éviter aux opérateurs et utilisateurs du quotidien d'avoir à sortir de leur application pour rester impliqués dans le workflow. Alors, ça, c'est vraiment le maître mot. On vous expliquera en fin de présentation également un autre axe d'intégration, parce que bon, il s'agit vraiment d'un axe d'intégration ici, l'axe d'intégration applicatif. Il y a d'autres axes d'intégration qui suivront. On y viendra en fin d'exposé. Alors, dans les possibilités donc, de l'extension, en vrac, on a mis quelques points ici. Sachez que la présentation ici, vous la recevrez en téléchargement à la fin du webinaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques liens interactifs. Quand vous voyez cliquer pour plus d'informations, etc., ça vous renverra sur notre site web où des pages spécifiques ont été mises en place pour tout ça. Donc, par rapport à cela, je pense qu'on va aller à l'essentiel, directement au vif du sujet. Et je vais prendre la main et commencer par vous expliquer comment l'extension doit être installée. Alors, vous connaissez le tableau de bord de base d'Approve. Dans ce tableau de bord, dans le menu ici à droite, au-dessus à droite, vous avez maintenant une nouvelle entrée qui est extension Adobe. Vous la sélectionnez et de là, vous avez un accès immédiat en téléchargement aux extensions Adobe. Et donc, il suffit de cliquer dessus et l'installeur de l'extension va arriver dans votre machine. Après, bon, c'est un installeur classique. Vous lancez l'installation. Et une fois que l'installation est terminée, eh bien, l'extension devient à ce moment-là disponible dans InDesign directement. Alors, ici, je ne vais pas faire l'installation devant vous, je pense que ça ne sert à rien. On a installé l'extension, elle est fonctionnelle ici dans mon InDesign. Et partant de là, pour faire la présentation aujourd'hui de l'utilisation de l'extension, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé 3 fichiers InDesign, donc A, B et C, qui sont ici, que j'ai ouverts récemment, pour ça qu'ils sont dans ma liste. Et l'idée est que ces 3 fichiers InDesign vont produire des PDF qui vont alimenter un projet Approve, qui va contenir évidemment plusieurs fichiers PDF de plusieurs pages. Et donc, l'idée est de vous montrer un peu comment la navigation, comment l'interaction va se faire entre InDesign et Approve à ce moment-là, et éventuellement les utilisateurs relecteurs qui sont à l'extérieur de InDesign, mais qui interagissent avec Approve de l'autre côté. Alors, la première chose, c'est que je vais simplement ouvrir un premier fichier, mon premier fichier InDesign ici. Alors, l'extension, on voit que c'est un nouveau fichier InDesign qui n'a jamais été vu par l'extension auparavant. Donc, l'extension, à ce moment-là, va vous guider pas à pas pour accrocher ce fichier à un projet Approve. Alors, cette opération que je vais faire maintenant, c'est vraiment pour la pédagogie de la présentation. Cette opération, vous ne la ferez qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, les informations en question vont résider dans les métadonnées du fichier InDesign et la prochaine fois qu'on ouvrira ce fichier, la connexion va se faire automatiquement de manière transparente. Il n'y a plus à faire l'opération. Bon, ici, première opération, bon, InDesign me dit ce document n'est pas synchronisé avec un projet. Il faudrait accéder à ce projet pour m'indiquer le projet dans lequel se trouvent les PDF afférents à cet InDesign. Alors, en faisant ça, je me retrouve dans l'extension qui offre pour l'instant 2 menus. Un menu accueil dans lequel on a les 15 derniers projets accédés dans Approve. Donc, c'est l'équivalent de votre menu d'accueil du tableau de bord Approve, où vous voyez les 15 derniers projets. Vous avez également accès à l'arborescence de tous les projets, comme dans Approve, avec l'arbre des projets, etc., et vos projets qui sont derrière. Voilà, de la même manière, donc vous pouvez choisir le projet NAP soit via l'arbre, soit via les derniers projets accédés. Bon, dans mon cas, je vais simplement prendre le projet qui fonctionne bien, qui était prévu pour le webinaire. Et une fois que j'ai sélectionné ce projet, maintenant, l'extension sait que
il y a un rapport entre cet InDesign et le projet en question, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il se pourrait très bien qu'il y ait beaucoup plus de fichiers InDesign qu'il n'y ait que de projets. Donc, dans ce cas-ci, j'ai probablement plusieurs fichiers InDesign accrochés à ce projet. Et donc, automatiquement, l'extension, par un jeu de conventions de noms que vous pouvez paramétrer, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais en gros, ici, qu'est-ce que fait l'extension? Elle recherche dans le projet Approve qu'on a sélectionné un fichier PDF qui porte le même nom que le fichier InDesign. Et pour le coup, ici, on a trouvé un fichier PDF qui porte le même nom. Et donc, par défaut, l'extension me demande si c'est bien ça, c'est bien cela que je veux, ce que je veux bien synchroniser. Alors, pourquoi elle me le demande? Parce que peut-être que j'ai une erreur dans mon nom, peut-être que j'ai plusieurs fichiers avec le même nom ou qui se ressemblent. En l'occurrence, pour ici, c'est correct. Si ce n'était pas correct, à ce moment-là, ça m'emmènerait dans une synchronisation purement manuelle où je devrais sélectionner moi-même l'épreuve. Bon, dans ce cas-ci, je vais simplement accepter. Et automatiquement, le fichier, l'extension InDesign va reconnaître la page et vous verrez dans l'extension qu'elle va me dire, bon voilà, l'épreuve numéro 1 est attachée à la page numéro 1 de ce fichier InDesign et automatiquement, les notes du projet Approve pour cette page-là se retrouvent à l'intérieur d'InDesign et dans ma palette Approve, je vais avoir les différentes notes qui apparaissent ici directement dans InDesign. Alors, si j'ouvre une des notes, bon, ces notes correspondent ni plus ni moins qu'à la zone de notes que vous retrouverez dans Approve. Donc là, l'opérateur n'a plus besoin d'aller dans Approve, il va les avoir directement ici. Alors, un clic sur la note va me faire clignoter la note. Et un deuxième clic, un clic suivant, va simplement m'amener au bon niveau de zoom pour me permettre de mieux voir la note en question. Alors, à noter qu'on a un peu modifié l'ergonomie par rapport à Approve. Si je reclique encore une fois, et ça me ramène à mon niveau de zoom initial. Alors ça, c'est des remontées qu'on a eues de nos testeurs qui trouvaient embêtant que ça change le niveau de zoom dans lequel ils étaient pendant qu'ils travaillaient sur le document. Donc, on a trouvé une manière élégante de localiser, de faire clignoter, à la fois de faire de l'aller-retour. Alors, je vois la correction qui est demandée. Je peux comme ça ouvrir autant de notes que je veux. Pareil, je double-clique, je fais mes changements. J'ai accès au tag Approve, exactement comme dans l'interface Approve de base. Donc, je peux dire, par exemple, que le changement a été effectué. Et là, pour le coup, j'ai mis un tag sur cette note. Ce tag est immédiatement visible en temps réel dans Approve pour toutes les autres personnes connectées via Approve. Alors, venant de là, j'ai plein de choses possibles parce que les notes, ce sont vraiment des notes Approve, donc avec toute la richesse d'une note Approve, c'est-à-dire que je peux les afficher, les cacher, comment dire, les résoudre, mais je peux également mentionner des utilisateurs. Et par exemple, si je mentionne ici, voilà, Serge, voilà, directement son mail, voilà, j'ai Serge, je mentionne Serge. Voilà, que penses-tu de cette note? Voilà, et je lui envoie. Eh bien, Serge, comme il a été mentionné ici directement dans ma note, c'est comme dans Approve, il va recevoir un email qui le prévient qu'il a été mentionné dans un commentaire Approve, dans une note Approve. C'est un commentaire ici en l'occurrence. Et s'il me répond, bien en temps réel, je vais recevoir ici directement les réponses, les clarifications de Serge par rapport à ça. Voilà, donc merci Serge. Voilà, donc Serge vient de me répondre. Ok, bon, parfait, j'ai ce que je veux, j'ai ce que je voulais. Je peux aller jusqu'à la résolution de la note telle que je peux le faire dans Approve. Donc en faisant ça, cette fois-ci, j'ai bloqué complètement la note. Les corrections, je les effectue et je passe à la note suivante et ainsi de suite. Si je passe à une autre page, automatiquement, l'extension détecte et me fait passer à la page qui va bien à l'intérieur d'Approve. Dans ce cas-ci, je n'ai qu'une note. Si je dézoome un petit peu, que je vais sur une autre page ici, voilà, je vais sur la page 2, automatiquement, il détecte la page 2 et me fait le rendu des notes sur le même principe. Alors, il faut savoir que ici, on est vraiment comme dans Approve, c'est-à-dire que vous connaissez la faculté qu'Approve a d'afficher les notes en temps réel. Eh bien, cette faculté est complètement maintenue à l'intérieur d'InDesign. Donc moi, sur un écran secondaire ici, je vais ouvrir le projet. Donc je vois qu'on est dans le proof numéro 2 du projet. Dans ce projet, je vais ajouter une note en plein milieu de la page, juste pour l'exemple.
eh bien, je viens de l'ajouter et vous voyez, en temps réel, elle arrive dans InDesign. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une interactivité. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une réelle synchronisation en temps réel entre ce qui se passe dans Approve et dans InDesign, sans qu'il y ait besoin de rafraîchir quoi que ce soit, de s'inquiéter. Donc, la force de cette approche, c'est que ce que vous voyez est toujours la réalité de ce qui est dans Approve en termes d'annotation. Voilà. Alors, le cas de travail que je voulais vous montrer en plus ici, bon, ici, voilà, j'ai un projet qui contient 12 épreuves. Bon, je ne sais pas si c'est un petit peu petit, je ne sais pas si ça se voit bien dans l'écran de partage. On a 12 épreuves. Donc, dans le fichier InDesign ici que j'ai, si je vais voir dans les pages InDesign dans ce projet-ci, ben, je n'en ai que 4. Donc, je vais ouvrir un autre fichier InDesign qui pointe vers le même projet. Pour ça, je vais simplement revenir dans mon menu d'accueil et je vais ouvrir par exemple le fichier b.indesign ici. Et en ouvrant B, ben, automatiquement, j'ai un nouveau menu qui me guide, qui dit ben, vous avez ouvert un nouveau fichier InDesign et nous avons trouvé un nom PDF correspondant dans ce même projet. Alors, voulez-vous le synchroniser? Ben, oui. Et automatiquement, vous voyez que cette fois-ci, ben, c'est l'épreuve numéro 5 qui va correspondre à la page 1 de mon fichier InDesign qui aurait été reconnue et synchronisée. Pareil, je peux aller à l'intérieur des différentes pages. Je vais retrouver les annotations afférentes à chacune des pages automatiquement en allant sur chacune des pages. Alors, l'opération aussi de synchronisation, comme on les a faites, dès le moment où je sauve mon document InDesign, le fait d'y retourner ben, va me faire automatiquement revenir sur le projet. Il n'y a plus tout ça à faire, il va directement aller dans Approve. Je peux basculer automatiquement sur l'autre document ouvert. Vous voyez, c'est en temps réel, il revient et il me remet les notes. Il n'y a pas besoin de synchroniser 25 fois. Alors, pour finaliser l'exemple, je vais ouvrir un troisième fichier. Oui, je synchronise et à partir de là, voilà, je me retrouve avec mes différents fichiers afférents à mon projet Approve qui a été soumis en approbation. Alors, si j'ouvre un fichier qui n'a rien à voir avec ce projet, donc ici, j'en ai préparé un. Voilà, j'ai un fichier de grande distribution. Bon, je n'ai pas tous les liens avec moi parce que bon, c'est un fichier réel de production. Voilà, il dit qu'il ne fait pas partie de ce projet, il n'a pas encore été synchronisé. Voilà, je le synchronise, je dis, ben voilà, c'est ce projet-ci. Ici, il ne trouve pas de correspondance entre le nom, donc il me présente toutes les épreuves présentes dans le projet. Il me dit, ben, cette page-ci, en fait, ce InDesign-ci correspond à cette page-ci. En ayant fait cette synchronisation, pareil, automatiquement, les notes vont revenir. Et voilà. Et si je zoome un petit peu plus profondément dedans, ce que je vois, c'est que mes notes ne sont pas bien positionnées par rapport à la page. Alors ça, c'est un cas courant qui risque d'arriver en production. Pour montrer un petit peu, c'est volontaire, hein, c'est pour la démonstration. Simplement, le fait que ça va dépendre évidemment de ce qui a été envoyé dans Approve. Ce qu'on a envoyé dans Approve avec les traits de coupe sont les traits de coupe pour le positionnement. Et ce cas-là est géré par l'extension de manière très simple. Vous avez un petit trou cranté ici. Et dans l'extension, voilà, par défaut, configuration des épreuves, la ligne bloc et le fond perdu ont été supposés se trouver dans les épreuves. Or, ce n'est pas le cas. Les épreuves dans Approve, moi je les ai de l'autre côté, il n'y a rien de tout ça. Simplement, je veux dire non, il n'y a pas ça dedans, il n'y a pas de trait de coupe non plus. Si je sauve, automatiquement, l'extension va réévaluer la page avec ces informations-là et va générer à ce moment-là les notes. Et cette fois-ci, vous voyez, elles sont bien positionnées et ça permet vraiment comme ça d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, si je ferme ce document et que je le sauve tel quel, voilà, je peux basculer, vous voyez, je rebascule par rapport à mes autres fichiers InDesign. Si je vais réouvrir ce document maintenant qu'il a été synchronisé, eh bien, je n'ai plus besoin. C'est bizarre qu'il n'a pas sauvé. OK. Ça l'effet démo. Il devrait m'ouvrir automatiquement le projet qui va derrière, mais je vois que les notes étaient quand même déjà dessus. OK. Ben voilà, vous avez vu le principe. L'idée, c'est qu'on peut passer d'un document à l'autre de manière, comment dire, infinie, sans avoir à s'occuper de rien. Il n'y a pas de limitation vraiment à travailler sur plusieurs documents en même temps. Voilà, donc par rapport à l'extension, juste pour terminer, il y a un menu de paramètres de préférence ici qui permet de paramétrer justement des choses plus avancées, comme notamment les conventions de nom, dont je vous ai dit en début de présentation. Voilà, l'extension par défaut recherche
un fichier PDF qui porte le même nom que l'InDesign. Ça a été géré par un paramétrage de base qui définit les choses de cette manière. Mais on peut tout à fait imaginer qu'en production, les noms InDesign et les noms PDF aient des relations plus complexes que celles-là. Et on a vraiment prévu ce genre de choses avec des expressions régulières qui permettent de retrouver de manière le plus automatique possible le bon fichier à l'intérieur d'un projet pour limiter vraiment l'interaction, enfin les problèmes d'erreur humaine pour pointer les épreuves. Voilà. Bon, quand on fait, il faut savoir que par défaut, InDesign exporte les PDF avec le même nom que le projet InDesign. C'est le paramétrage par défaut de l'extension. Si vous dérogez à ce genre de choses, ben vous avez la possibilité d'y déroger également. Autre chose, pour le format des épreuves, vous pouvez définir votre manière de travailler de manière générale entre les épreuves et InDesign. Donc entre Approve et InDesign, en disant systématiquement, moi, quand j'exporte, non, il n'y a pas la ligne bloc, il n'y a pas le fond perdu, mais j'ai des traits de coupe, par exemple. Et ça devient le paramétrage de base pour tout nouveau projet qui va être ouvert dans Approve. Voilà, si je sauve ceci, dorénavant, si j'ouvre un nouveau projet, eh bien, il va vouloir utiliser ces paramètres-là. Sachez quand même que ces paramètres sont des paramètres par défaut. Vous pouvez toujours déroger sur chaque fichier InDesign, avoir des préférences différentes sur chaque fichier InDesign. Tout ça va s'adapter. Mais ici, vous définissez ce qui doit se passer de manière générale. Merci. Voilà. Alors, la suite de l'extension, parce que bon, ici, il s'agit de la première version. Elle couvre un cas d'utilisation très ouvert, donc pas encore lié au workflow. Alors, ce qui va arriver dans pas très longtemps, je dis pas très longtemps, c'est assez facile à annoncer, ça va arriver dans 3 semaines, parce qu'on est en train de finaliser justement la deuxième version déjà de l'extension. On va introduire la to-do list des utilisateurs à l'intérieur de l'extension, ce qui va permettre de directement démarrer une tâche d'un utilisateur à l'intérieur d'InDesign. Donc, plutôt que d'ouvrir un fichier InDesign et de tenter de retrouver le projet, il y aura la to-do list, la fameuse to-do list Approve, qui existe dans Approve par défaut, elle se trouvera directement dans l'extension, ce qui donnera beaucoup plus de facilité de travail aux opérateurs. Donc, un opérateur aura dans sa to-do list ce qu'on attend de lui, va simplement cliquer sur l'entrée de la to-do list et automatiquement, le bon projet Approve sera choisi. Si un fichier InDesign a été attaché à la tâche de manière claire dans Approve, eh bien, c'est ce fichier InDesign qui va s'ouvrir automatiquement. L'utilisateur ne devra pas chercher après. Il fera son travail de correction à l'intérieur du fichier InDesign et à la sortie de la tâche, automatiquement, la nouvelle version du fichier InDesign retournera se stocker là où elle doit, donc soit en local, soit dans Approve, en fonction de la configuration, et permettra ainsi de garder toujours un œil sur le fichier InDesign qui va bien. Alors, savoir que si vous travaillez via l'extension Approve dans InDesign, Approve va prendre en charge complètement le mécanisme de verrouillage des fichiers. Contrairement à ce qui se passe sur un disque partagé où il n'y a plus vraiment de verrouillage, hein, c'est comme ça maintenant avec les technologies récentes. Ça peut poser d'ailleurs des gros problèmes en termes d'écrasement d'informations, de collision entre les fichiers, notamment InDesign. Eh bien, Approve, lui, va gérer ce verrouillage pour vous. Ça veut dire que si les fichiers InDesign sont exclusivement accédés via l'extension, il n'y aura pas de collision. Plus de collision, il y aura vraiment un état, pour ceux qui se souviennent, check-in, check-out du fichier. Alors, ça permettra justement de gérer ce cas compliqué, ce cas difficile. C'est particulièrement vrai pour les équipes distribuées où les gens travaillent surtout en télétravail. Voilà, en télétravail, on peut très bien imaginer des opérateurs travaillant de la maison, tous dans la to-do list, en train de travailler en parallèle sur un projet Approve, mais sur des fichiers InDesign différents. Éviter les collisions. Si plusieurs personnes travaillent en même temps sur un même projet, éviter que 2 personnes ouvrent le même InDesign au même moment, par exemple. Tout ça sera géré de manière automatique. Mais ça fera l'objet, comme le disait Serge en introduction, d'un webinaire spécifique où on démontrera en fait un autre composant dont on vous parlera après, qui est le Storage Connector, qui travaillera conjointement avec l'extension InDesign. Alors, autre fonctionnalité qui arrivera donc avec le fameux Storage Connector, c'est ce qu'on appelle, nous, le Asset Browser, c'est-à-dire c'est un navigateur de fichiers qui sera présent également dans l'extension et qui permettra à l'opérateur de directement accéder des volumes de données qui auront été mis à sa disposition pour faire ces mises en page, c'est-à-dire les images, les textes qui vont bien, enfin tout ce dont il a besoin
Il ne devra plus chercher après sur son disque dur local. Il ira directement les chercher depuis l'extension dans un petit navigateur interne à l'extension, un petit peu comme le navigateur de projet que je vous ai montré, mais là, il s'agira de navigateur de fichiers. Et ça passera par du glisser-déposer directement dans la mise en page. Donc, ce qui va faciliter aussi, pareil, la collaboration entre différents opérateurs, puisque la première fois qu'un fichier est édité, il est fait par un opérateur A. La deuxième fois que le fichier édité est édité par un opérateur B. On ne devra plus trop se préoccuper de savoir où les données se trouvent, puisque c'est l'extension qui fera le travail d'aller chercher les données là où elles se trouvent, pour l'utilisateur. Alors, dans la foulée, évidemment, les extensions pour Photoshop et Illustrator vont suivre. Elles seront disponibles courant du deuxième trimestre. Pourquoi a posteriori d'InDesign? Simplement parce que on a décidé d'abord de faire nos armes et de traiter le cas le plus complexe. InDesign, pour nous, est selon nous le cas le plus complexe du fait du multipage, etc. Chose qu'on n'a pas dans un fichier Illustrator, ou à de rares exceptions près, et en tout cas jamais avec un fichier Photoshop. Voilà. Savoir que toute la technologie qui a été développée et déployée ici pour InDesign est 100% compatible déjà maintenant avec Illustrator et Photoshop. Simplement, les spécificités Photoshop et Illustrator devront être prises en charge. Et c'est vraiment ça l'objet en fait de la sortie de ces extensions spécifiques, c'est vraiment d'aller dans tout ce détail-là. Donc ça arrive. Alors la disponibilité de l'extension, ben, elle est disponible d'ores et déjà maintenant pour les clients WM, donc Work Management, les clients entreprises, donc, et les clients classiques sur infrastructure dédiée. Alors l'extension est gratuite. Elle vous demande juste un compte utilisateur pour se connecter dessus. Alors, quel type d'utilisateur? Bien, pour les utilisateurs Enterprise, il s'agit d'utilisateurs de tableau de bord. Donc, ce sont les utilisateurs, je dirais, à coût réduit. Et pour les utilisateurs classiques, c'est pareil, c'est les utilisateurs à coût réduit. Ce sont les utilisateurs de type standard qui sont nécessaires à la connexion à l'extension. Donc, voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, point suivant de notre présentation, les filtres de recherche avancés, les filtres de recherche experts. Alors, à quoi servent ces filtres de recherche? Bien, l'idée ici derrière ces filtres, c'est de pouvoir retrouver facilement, quand on a une grosse bibliothèque de projets, retrouver facilement des projets qui répondent à des critères précis. Alors, des critères précis qui sont totalement paramétrables par l'utilisateur, afin justement de pouvoir faire son travail au quotidien. Bien, les critères de recherche, les filtres de recherche standard d'approve peuvent être très pratiques, mais peuvent s'avérer insuffisants pour gérer des cas très, très spécifiques. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur, s'il en a le droit, encore une fois, c'est une question de droit qu'on va lui attribuer, va pouvoir créer des filtres de recherche dits avancés. Alors, ces recherches avancées vont se créer de manière interactive, ça va passer par un assistant pas à pas qui va vous aider à créer la recherche. Alors, bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que ces recherches vont pouvoir être partagées à travers différents groupes d'utilisateurs ou différents utilisateurs en particulier, en plus avec des droits pour savoir ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que moi, je peux créer ma petite recherche avancée qui va bien, et ensuite, je la partage avec tous mes collègues en disant, bon, voilà, ben, ils peuvent l'utiliser, mais ils ne peuvent pas la modifier. Par contre, chaque fois que moi, je vais la modifier parce qu'elle doit évoluer avec mon travail, eh bien, automatiquement, la recherche en question va être modifiée aussi pour tous mes collègues. Je peux aussi également dire, voilà, je la partage avec mes collègues, mais en plus, ils peuvent se l'approprier pour eux-mêmes la partager et la modifier. Et donc, à partir de là, ils vont en avoir une copie qu'ils pourront repartager et modifier, donc devenir les maîtres de cette recherche. Et le dernier niveau, c'est simplement, je leur donne les mêmes droits que moi. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait un filtre, je leur donne droit d'administration dessus, ça veut dire qu'ils peuvent le supprimer, le modifier, et ça va m'altérer également. Alors, la force de ce genre de choses, c'est que ça va permettre de pouvoir créer comme ça toute une série de recherches préfabriquées. Pas besoin d'avoir des experts dans l'équipe partout, il suffit d'une personne un peu plus érudite que les autres avec l'outil qui prépare une recherche qui est très pratique, ou alors vous faites appel à notre service, vous faites appel au service Approve, le service professionnel chez nous, ils vous fabriqueront les recherches qui vous plaisent et vous pourrez à ce moment-là les utiliser. Alors, j'ai parlé en entrée de recherche avancée et de recherche experte. Alors, la grande différence, c'est que la recherche experte va encore un petit peu plus loin. Elle va avec, en fait,
elle constitue un autre mode de fonctionnement qui va permettre d'utiliser non plus un expert avec des clics pas à pas, etc., mais un langage spécifique que nous avons mis au point et que nous avons baptisé le langage de requête d'approve en français, le AQL en anglais, donc Approved Query Language. Donc, c'est un langage très proche du SQL, donc qui permet de créer des recherches vraiment, on dit expertes parce qu'elles permettent d'aller encore plus loin que la recherche avancée, avec des critères vraiment beaucoup plus fins et encore plus sophistiqués. Sachant qu'à l'utilisation, c'est exactement pareil, ça va être partageable, et pour l'utilisateur, il s'agira d'un simple clic. Voilà, alors je pense qu'on va passer à la démonstration, je pense que ce sera plus parlant, probablement pour la majorité d'entre vous. Je vais juste reprendre le partage. Voilà, de retour dans mon tableau de bord. Comme je vous le disais, pour fabriquer une recherche avancée, vous avez besoin d'un droit d'accès. Si vous avez le droit d'accès qui va bien, eh bien, dans le menu ici, au-dessus, vous avez les filtres avancés qui se présentent. Et ces filtres avancés vous permettent de… Donc, vous avez la liste ici. Pour fabriquer un filtre avancé, c'est facile. Vous faites ajouter un filtre avancé. J'en ai fabriqué quelques-uns ici pour ne pas perdre de temps dans divers clics. Si je sélectionne un de ces filtres ici, je ne peux pas l'éditer parce que probablement il a été verrouillé. Je vais probablement donner l'administration à quelqu'un. Mais si je vais sur celui-ci, par exemple, je vais l'éditer. Qu'est-ce que je vais avoir ici? J'ai un nom, évidemment, et vous voyez, j'ai tous les critères. Je vais dire, voilà, le nom du projet contient des mots, le nom du projet ne contient pas PDF, le nom du projet ne contient pas PAC. Voilà. Une fois que j'ai fabriqué cette recherche avancée, je peux prévisualiser éventuellement les résultats. Ça va immédiatement l'appliquer sur mon système et va me dire, voilà, combien de résultats correspondent à cette recherche. Voilà, j'ai 46 résultats. Ça me permet de valider que ça fonctionne comme je le veux, comme je l'entends. Une fois que je l'ai sauvé, une fois que j'ai terminé, je peux le sauver. Je peux le modifier. Je peux dire, tiens, je retire certains critères. Je peux mettre une description qui va permettre aussi aux gens avec qui je vais le partager de comprendre à quoi sert ce filtre. Une fois que ce filtre est sauvé, eh bien, automatiquement, il va se retrouver dans ma liste de favoris ici, que je vais pouvoir gérer avec ma petite étoile ici. Donc là, j'ai dedans ici, voilà, j'avais ce projet, donc je ne sais plus lequel, je pense que c'était celui-ci. Voilà. Ce projet-ci, je vois est visible, mais je peux aussi décider de, le partager, voire le supprimer. Alors ici, mes cases à cocher me permettent de le rendre visible ou pas dans ma liste, pour faire un petit peu le tri, parce que les gens qui vont partager des recherches avec moi vont arriver automatiquement dans ma liste, mais ne vont pas nécessairement être affichés. C'est moi qui vais décider de les afficher ou pas, pour ne pas perturber ma liste. Maintenant, si un filtre comme celui-ci doit être partagé, simplement je le sélectionne, j'utilise l'outil de partage, et à partir de là, bon, ce filtre a déjà été partagé. J'ai partagé ce filtre avec l'équipe marketing en lecture seule. Bon, avec moi en admin, puisque c'est moi qui l'ai créé, évidemment. Avec Gary ici en partage. Et avec Jeff ici, un autre de mes collègues, en lecture seule. Voilà. Si je veux ajouter encore d'autres personnes, je veux dire par exemple que je vais le partager avec Serge. Et je vais dire que au passage, Serge, lui, l'aura en administrateur également. Et en ayant fait ceci, voilà, Serge automatiquement va recevoir ce filtre dans sa liste de filtres. Et ça me permet comme ça de diffuser très facilement. Alors, l'utilisation du filtre avancé, vous l'avez aperçu, simplement, je clique sur le filtre et voilà le résultat de mon filtre. Voilà, je veux changer de filtre. Voilà, ça me donne un filtre sur un autre critère. Voilà. Un projet terminé depuis plus de 7 jours, par exemple. Voilà. Alors, je vais revenir un instant sur la partie filtre expert pour montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas en élaborer un devant vous parce que, pareil, ça peut prendre pas mal de temps. Enfin, ils sont assez simples. C'est pour montrer l'interface. Mais pour créer ces fameux filtres experts, on ne vous jette pas
on ne vous jette pas simplement dans le vif du sujet sans vous aider. On a préfabriqué, préenregistré tous les champs qui étaient disponibles déjà pour être utilisés. Donc tous les champs de données approve, les champs de métadonnées. Il faut savoir que les métadonnées sont également disponibles ici. Bon, j'en ai pas beaucoup dans mon système, mais alors les métadonnées, petit rappel, on avait fait un webinaire à ce sujet-là. Ce sont toutes des données additionnelles au-dessus des projets approve classiques. C'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de, comment dire, de personnaliser approve pour y ajouter plein de champs de données spécifiques à vos projets. Eh bien, toutes ces métadonnées sont disponibles dans le filtre, dans les filtres experts, avancés experts, pour justement pouvoir faire des recherches très spécifiques par rapport à votre système. Alors, les opérateurs, c'est tout ce que vous pouvez faire comme opération, donc plus petit, plus grand, différent, etc., contient, ne contient pas. Et pour ceux qui connaissent déjà les tags dans leur comment dire, configuration, pareil, les tags peuvent être utilisés comme critère de recherche, qui est vraiment extrêmement puissant. Donc, ça peut servir vraiment de critère de recherche pour trouver des notes, pour trouver des épreuves, trouver des projets, trouver tout ce qui peut se rapporter à un tag donné. Ben, les tags, pareil, sont listés en automatique ici. Vous ne devez pas les connaître par cœur. Ce sont tous ceux qui sont utilisés dans ce système ici. Tout ça peut être utilisé pour faire une requête qui peut être plus ou moins complexe. Vous avez pareil l'aperçu, vous le sauvez et vous le partagez avec des tiers. Donc, je vous rappelle encore une fois, si vous ne voulez pas élaborer ces recherches, ça peut être fait pour vous par le service Approve. Voilà. Voilà, pour la démonstration donc, des filtres avancés. Alors, dans les améliorations suivantes, amélioration d'interface, donc j'en ai parlé rapidement, donc vitesse du zoom, le bouton pour adapter comment dire, l'épreuve directement à la taille de l'écran. Donc ça, c'est une option qui peut paraître simple, mais qui a été plébiscitée. Donc voilà. Et pareil, l'outil comment dire, Pipette qui permet dorénavant de créer des notes. Derrière, autre amélioration également au niveau du tableau de bord, c'est l'introduction d'une colonne qui permet donc les retours à la ligne pour le nom du projet. Donc, petite amélioration, mais qui, selon les cas, peut s'avérer très utile. Également l'introduction de colonnes, de nouvelles colonnes spécifiques pour comment dire, le comptage de certaines informations, notamment les tâches en cours, répondues, terminées, etc. Ça, je vous le montrerai dans un instant dans la démonstration. Ce sera, à mon avis, plus parlant. Également, une colonne isolée pour l'identifiant du projet Approve. Alors, pourquoi est-ce qu'on a séparé cette colonne et on l'a explicité en une colonne séparée? Parce qu'on s'est rendu compte que l'identifiant Approve était devenu pratiquement véhiculaire dans beaucoup de chez nos clients. C'est-à-dire qu'avant, ils utilisaient les noms de projets, mais qui peuvent être à rallonge et quelquefois complexes. Maintenant, ils utilisent l'identifiant unique, c'est-à-dire le chiffre, le nombre caché derrière l'identifiant Approve. Et comme ce nombre n'était pas toujours disponible de manière unique, il était en général combiné avec autre chose, ils ont demandé à ce qu'on l'explicite et il s'avère que c'est très pratique quand ça devient la clé de travail de pas mal de gens. Alors, démonstration de tout cela. Bon, ça va être assez rapide. Hein. Donc, je reviens sur mon tableau de bord. Donc, je reste sur mon affichage de tout à l'heure, de ma recherche avancée. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez que vous pouvez personnaliser vos tableaux de bord. Dans la personnalisation des colonnes, c'est là que vous allez avoir justement de nouvelles colonnes, notamment le nom du projet, mais avec le retour à la ligne, le nom du projet entier. Donc, je vais l'afficher, je vais le déplacer. Vous avez également les nouveaux compteurs, tels que les tâches répondues, terminées, en attente, en cours. Voilà, et comme d'habitude, vous pouvez très bien revenir ici. Vous avez ça, c'est le nom de la colonne usuelle d'Approve. Ça, c'est le nouveau nom qui permet les retours à la ligne. Vous voyez, le nom habituel, il est tronqué, et ici, il n'est plus. Voilà. Alors, évidemment, cette colonne-là n'est plus nécessairement utile. On peut tout simplement la supprimer. Et elle est remplacée par cette nouvelle colonne dans le tableau de bord. Les différents compteurs qui me permettent de voir où j'en suis par rapport aux différentes tâches sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur du projet. Autre amélioration, donc on a également la partie
Donc, Zoom, donc le retour Zoom automatique. Je ne vois pas mon projet ici. C'est un Zoom. Zut. Comment s'appelle ce projet? Je retrouve plus. Ok, ça devrait suffire. Bon, ce projet devrait fonctionner. Ouais, voilà. Alors, par rapport au Zoom, dans les préférences, vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui permet de changer donc la vitesse du zoom. Donc zoom très rapide, évidemment, vous voyez la roulette est extrêmement sensible, le zoom est très rapide. Bon, si je suis un petit peu perdu dans mes niveaux de zoom, le nouvel outil de recentrage, le clic sur la loupe, me permet de recentrer directement le visuel et de l'adapter à la dimension. Derrière ça, bon, je vais quand même remettre le zoom là où il était. Donc, si je le mets très lent, par contre, vous voyez, je dois tourner vraiment ma roulette énormément pour avoir du zoom. Bon, c'est les extrêmes, à chacun de trouver ce qui lui convient. On a beaucoup de clients qui sont... Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite pour 2022? Alors, la suite, évidemment, il y a la version R2. Entre le moment où on a préparé ce webinaire et la date qui avait été décidée, bien, la version R2, entre-temps, est sortie. Alors, pas de panique, la version R2 n'apporte pas grand-chose de nouveau fonctionnellement. C'est une version de maintenance, dite de maintenance, c'est-à-dire qu'elle apporte pas mal de petits correctifs spécifiques pour des demandes vraiment spécifiques de clients. Par contre, ce qui va arriver, qui là sera probablement beaucoup plus intéressant, c'est l'arrivée d'une nouvelle interface complètement redessinée, redesignée, actualisée d'Approve, qui sera, j'en suis sûr, probablement très appréciée, avec des nouvelles couleurs, des nouveaux jeux de couleurs. Donc l'expérience utilisateur de manière générale ne va pas changer, c'est-à-dire que ça ne va pas perturber énormément. Mais bon, sachez que pendant une période transitoire, vous pourrez choisir entre l'une et l'autre interface. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver probablement lors du deuxième trimestre. La date exacte sera annoncée quand nous serons prêts. Bon, faut savoir que c'est un chantier qui est entamé il y a plus d'un an déjà, donc c'est un gros travail, puisqu'il ne s'agit pas que d'un redesign, mais également d'un changement d'organisation de certaines fenêtres pour faire de la place pour de nouvelles fonctionnalités clés relatives à la gestion de projet. Voilà. Alors, autre fonctionnalité clé qui arrive dans pas très longtemps, c'est de l'ordre on parle en semaine en fait, hein, c'est la possibilité de créer des tâches et des sous-tâches au départ de la to-do list notamment. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très attendue par pas mal de nos clients, notamment en France, pour pouvoir déléguer une partie du travail à une personne tierce qui va, donc c'est-à-dire une personne dite de trafic. Donc, on va par exemple assigner une tâche à une personne tierce et cette personne tierce va elle-même pouvoir réassigner des parties de sa tâche à des groupes, à des sous-groupes d'utilisateurs en dessous et gérer tout cela de manière transparente pour pouvoir avoir une gestion efficace de la remontée d'informations d'un grand groupe de personnes vers une personne et remonter ainsi la chaîne, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très prochainement. C'est l'horizon de ceci, c'est moins d'un mois, voilà, donc ça arrive. Les connecteurs au stockage de fichiers, c'est ça que j'ai un petit diagramme juste après pour l'expliquer. Donc ça fait partie justement du pendant de l'intégration qui a été faite dans InDesign et qui sera faite dans d'autres applications pour accéder aux données. Donc je l'expliquerai un petit peu plus dans le slide suivant. Les extensions Adobe InDesign version 2 et Photoshop, ça j'en ai déjà parlé. Bon, l'horizon du connecteur de stockage, je reviens juste au point précédent, l'horizon du connecteur de stockage, c'est probablement début de l'été. Voilà, ça vous donne une petite idée de où on sera. Il y aura des versions normalement preview qui seront disponibles probablement à partir de la mi-avril. C'est ce qui est prévu dans notre calendrier. Mais version production complète probablement pour comment dire, le début de l'été. Les extensions Adobe Photoshop et Adobe Illustrator, elles, par contre, sont prévues pour le courant du deuxième trimestre. Donc, ce sera avant l'été, ce sera dans le courant du printemps.
les capacités étendues de la gestion de projet, telles que planification de ressources, absence du bureau, donc le out of office, hein, comme on dit, la délégation, tout ça sont des choses qui arriveront probablement au troisième trimestre. Donc, ils vont améliorer sensiblement la gestion de la charge et la gestion de la planification justement des équipes de manière beaucoup plus fine, quoi. Ça va vraiment apporter pas mal de choses. Donc, ça entame en fait une grande migration d'Approve vers ce qu'on appelle le project management, dont on fait le work management, et des fonctionnalités de project management vont commencer à s'inviter à l'intérieur d'Approve. Alors, le maître mot, je vous en parlais, le maître mot, c'est intégration. En tout cas pour 2022, on commence en 2022 et on va, à mon avis, plus jamais s'arrêter. C'est intégrer Approve à de plus en plus d'applications, mais dans des catégories et je dirais dans des orientations différentes. Alors aujourd'hui, vous avez assisté à une intégration au sein d'une application native, donc qui est InDesign. J'en ai parlé, il y a Illustrator qui va suivre, Photoshop, probablement After Effects aussi dans la foulée. On est en train de l'examiner, donc Illustrator, Photoshop, c'est certain, on est pratiquement déjà au bout. After Effects est en évaluation, mais l'idée n'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller vers des applications également Microsoft Office comme Word, comme PowerPoint et Teams. Pour les gens du monde du design, il y a AutoCAD de chez Autodesk, etc. font partie, ou Final Cut de chez Apple font partie également de ces extensions. Alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'intégration au sein des applications natives. Le pendant de l'autre côté des applications natives, c'est évidemment le stockage. C'est-à-dire que pour l'instant, vos fichiers sont stockés quelque part, qui n'est pas nécessairement dans Approve. Et il faut être capable d'avoir un accès à ces fichiers pour les rendre disponibles à l'intérieur des applications. D'où la nécessité impérative de pouvoir se connecter au stockage. Alors, ces connexions de stockage, la première connexion de stockage qui sera disponible sera pour Amazon, c'est Amazon Workdocs. Alors, pourquoi Amazon Workdocs? Parce que pareil, ça fait partie d'un gros déploiement dans le contexte d'un gros projet où une société donc, qui est partout dans le monde a tout l'ensemble de ces données contenues sur Amazon. Et donc, l'idée étant que le contenu de ces données stockées Amazon deviendra disponible à l'intérieur de tous nos plugins, de toutes les applications. Donc, a fortiori dans InDesign, dans Illustrator, dans Word ou dans PowerPoint. L'intégration suivante sera très probablement Box, parce qu'on a pas mal de pression avec Box, on a pas mal de clients qui nous parlent de Box comme étant quelque chose d'important pour eux. Mais bon, savoir que d'une manière ou d'une autre, tous ces plugins verront le jour, ça fait vraiment partie de notre stratégie de développement. Donc, il n'y a aucun doute, si vous ne voyez pas vos stockages dans ces listes-là, ben vous pouvez franchement nous en parler. Nous, on va s'étendre le plus possible vers tous les fournisseurs cohérents. Il faut savoir que la logique applicative et stockage est la logique court terme pour Approve, mais la logique à moyen terme et plus long terme, évidemment, comme je vous disais, c'est la gestion de projet et c'est la capacité de se connecter à des systèmes tiers comme des PIM. Bon, alors ça a déjà été fait. On se connecte notamment actuellement déjà à Akeneo, qui est un PIM français là, qui fonctionne vraiment très bien. Donc, chez un de nos clients, on utilise déjà des connexions particulières avec le PIM où on va chercher des métadonnées dans le PIM pour aider à la gestion de la collaboration entre des projets dans Approve. Savoir également que l'objectif final est l'export de données vers des stockages à valeur ajoutée tels que les DAM, et notamment bon, à court terme, on parle très fort beaucoup de Binder pour l'instant, qui est un des DAM en vogue, assez répandu chez les grands comptes, et c'est celui auquel on va probablement se connecter en premier dans la chaîne de développement. Mais bon, voilà, ça vous donne une petite idée de vers quoi nous allons. Je pense que ça augure de beaucoup de nouvelles fonctionnalités, de beaucoup de possibilités, de la position d'Approve comme étant vraiment une plateforme qui se connecte à tout et qui est capable de recevoir de tout et d'envoyer vers tout. Voilà, c'est le maître mot pour s'interconnecter vraiment à votre écosystème. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je pense qu'on arrive gentiment au bout. Serge, peut-être oui, merci. Prends le mot de la fin. Merci à toi déjà pour cette présentation. Merci aux personnes présentes à ce webinaire. Ce que je peux dire, c'est je vais me tenir à votre disposition pour des présentations personnalisées, si vous souhaitez, parce qu'il y a pas mal de personnes, je vois qu'il y a pas mal de personnes connectées. Toutes celles qui ont besoin d'une démonstration
personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on organisera ça rapidement. Donc après, comme vous a dit Xavier, d'ici 4 semaines, les nouvelles fonctionnalités, principalement pour des comptes de retail qui sont présents aussi pendant ce webinaire, arriveront. Et donc à ce moment-là, je vous appellerai, on essaiera d'organiser un petit peu cette représentation entre les agences et les retailers en question. Voilà. Bon, sinon, moi, de mon côté, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Encore merci. Voilà. Ben, merci à tous. En plus, je pense qu'on est dans les temps. Et à Ouais, bientôt. Vous recevrez donc très prochainement un mail qui contient toutes les informations de ce webinaire, c'est-à-dire de quoi télécharger la vidéo du webinaire complète, la présentation, les vidéos, les pages, les liens vers les pages intéressantes sur notre site web qui sont faits dans la foulée de ce webinaire. Voilà. Merci à tous et à bientôt.